Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Parce que oui, avant de faire foncer des voitures à pleine vitesse sur des murs de scotch pour vous divertir sur YouTube, il a bien fallu inventer le scotch. Vous êtes en 1840 dans votre cuisine et vous découpez tranquillement vos légumes avec votre couteau sous la douce lumière de votre lampe à huile. Quand soudain, peut-être à cause du manque de lumière justement, ou tout simplement la fatigue, le manque d'attention, vous vous entaillez le doigt avec votre couteau peut-être un peu trop aiguisé. Vous prenez donc rapidement un bout de tissu qui traînait là sur le bord de la table et vous entourez votre doigt. Bon alors évidemment sans parler des risques d'infection, puisque la pénicilline ne sera découverte qu'en 1928, c'est surtout le manque de praticité de ce tissu qui va vous embêter lors de la reprise de la découpe de vos légumes. Parce que oui, il n'arrête pas de glisser, si seulement quelqu'un avait l'idée d'inventer un système qui colle directement à la peau. Mais pour ça, il faudra attendre 1845 et l'invention du docteur Horace D, un chirurgien qui sera à l'origine de cette invention qui aujourd'hui encore a une infinité d'utilisations. Ça paraît fou, mais c'est bien par le monde médical que va commencer la révolution de l'autocollant, ou du scotch, ou du gaffeur, ou du ruban adhésif, ou du Chatterton, quel que soit le nom que vous lui donnez. D'ailleurs, un peu comme les colliers de serrage dont on vous avait parlé ici, ils portent des noms bien différents, mais est-ce que ces noms ont vraiment des applications différentes? Est-ce qu'ils sont vraiment tous différents? Quelles sont leurs origines? Eh bien, c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo, ou plus précisément dans ces deux vidéos, parce que ouais, le sujet est tellement vaste qu'on va vous diviser ça en deux vidéos, une aujourd'hui et une la semaine prochaine. D'ailleurs, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune entreprise. Enfin, plus précisément, les sponsors d'aujourd'hui, c'est vous, grâce à notre compte Tipeee. J'en profite pour déjà remercier grandement les tipeurs qui tipent déjà, mais si c'est pas encore votre cas, que vous voulez pouvoir nous soutenir et que vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas à aller le faire via le lien qui est dans la description ou directement avec le QR code qui est ici. Vous pouvez nous aider, nous soutenir dès 1 €, c'est déjà une grande aide, un grand soutien, et avec des types un peu plus élevés, vous avez droit à plein de contreparties, comme par exemple connaître à l'avance les sujets des vidéos, ou même carrément voir les vidéos sans publicité quelques jours en avance. N'hésitez pas à aller voir tout ça dans les liens qui est dans la description, et si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie de nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à juste continuer à suivre les vidéos, et à penser à vous abonner. Ça c'est gratuit, et ça nous soutient déjà énormément. Et nous, on continue la vidéo. En réalité, l'utilisation d'adhésifs remonte à la préhistoire. En effet, de nombreux produits naturels, comme par exemple la résine de sapin, peuvent être utilisés pour assembler deux pièces ensemble. On utilisait par exemple de l'écorce de bouleau, ou par la suite en Égypte antique, des restes de boucherie, pour créer des colles pour l'ébénisterie. Mais le grand temps de préparation et surtout de séchage de ce type de colle ne nous permettait pas vraiment de l'utiliser pour créer du ruban adhésif. Si vous voulez voir une vidéo sur les colles, je vous invite à aller voir celle de Patex, puisqu'aujourd'hui, on va pas parler de colle, mais bien de ruban adhésif. Comme on le disait en introduction, pour ce produit, c'est en 1845 que tout a commencé. Pour simplifier l'application de tissu sur les plaies, un certain docteur Horace D va inventer le sparadrap. Du latin sparire, étendre, et de drap qui signifie étoffe. Il s'agit donc tout simplement d'un bout de tissu sur lequel on a déjà étendu un produit, généralement un onguent qui aidait à la cicatrisation et qui devait empêcher l'infection de la plaie. L'idée d'Horace, c'est tout simplement d'appliquer un adhésif caoutchouc naturel sur les bandes, ce qui permet de les rendre autocollantes sur la peau tout en les laissant facilement enlevables. Une réelle innovation face aux bandes de gaz qu'il fallait alors nouer ou fixer avec une épingle. Mais il semblerait que le vrai premier brevet déposé pour ce type de pansement ne soit fait qu'en 1882 par Paul Karl Beiersdorf, après qu'il ait fondé la société pharmaceutique du même nom en collaboration avec le dermatologue Paul Gerson Unna. Et c'est bien par le monde médical que va donc commencer l'histoire du ruban adhésif,
puisque si le nom Beiersdorf ne vous dit peut-être rien, il commercialise un autocollant dont je suis certain que vous avez déjà utilisé un rouleau, ou du moins dont vous connaissez le nom, puisqu'en Allemagne il est même carrément devenu un nom propre pour désigner les rubans adhésifs, et l'origine de ce nom d'ailleurs est plutôt intéressante. Je parle évidemment du fameux rouleau Tesa, ou Tessa, j'ai déjà entendu les deux, mais avant le Tessa, d'autres grands noms de l'autocollant ont vu le jour. Et c'est par eux qu'on va commencer. Chatterton, Scotch, leur nom vous dit certainement quelque chose, et si aujourd'hui on utilise le nom de l'un pour définir l'autre, ou le nom de l'autre pour définir l'un, vous allez voir dans cette vidéo que leur histoire est bien différente. Mais avant de se plonger dans l'histoire, voyons un peu comment ça marche un papier collant. Tous les adhésifs dont on va vous parler aujourd'hui font partie de la famille des adhésifs sensibles à la pression. Tout simplement parce que pour qu'ils collent et qu'ils fonctionnent, il suffit d'y appliquer une pression. Faut pas leur mettre la pression. Toi coller, putain, colle! Sinon je tue tes... Parce que oui, hein, vous ne chauffez pas votre ruban adhésif, ou vous ne devez pas le mélanger avec un catalyseur pour qu'il colle. Il vous suffit de le dérouler, de le placer sur la surface, et d'appuyer un petit peu, et ça colle. C'est ça qu'on appelle mettre la pression au ruban adhésif. Et ça fonctionne sur à peu près toutes les surfaces, même la bouche de votre collègue qui parle trop. Quelle que soit sa marque, sa couleur, son utilisation, le ruban adhésif est composé des mêmes couches. Tout d'abord, eh bien la fameuse couche collante. En général, c'est un caoutchouc, naturel ou synthétique, ou maintenant plus régulièrement un polymère ou un acrylique. Et ensuite, eh bien d'une couche supérieure qui va être le support, qui sera soit du papier, du cellophane, du polyvinyle, du plastique. On le verra, selon les marques et les utilisations, c'est cette couche qui va fortement varier. Et entre ces deux couches se trouve une couche d'élastomère qui va justement faire le lien entre le support et la couche collante. Et c'est donc tout simplement en réglant le type de produit utilisé pour ces trois couches que les industriels vont pouvoir créer des types d'autocollants différents selon les utilisations. Isolants, pas isolants, plus ou moins collants, plus ou moins faciles à déchirer, pas déchirer. Vous allez le voir, toutes les combinaisons sont possibles. Alors là, il y avait un petit truc que je voulais faire mais je ne sais pas comment en parler, c'est le stick slip. Alors c'est marrant parce qu'il y a le mot slip dedans. C'est tout simplement l'effet quand vous décollez du papier collant d'une surface, ça fait... Disons que ça ne se décolle pas d'un coup, ça a tendance à faire tic 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 tic. Il y a des moments ça se décolle facile, puis ça se décolle pas facile, puis ça se décolle facile. Je sais pas si... Ah, attends. Mais j'ai pas de ciseaux, et je peux pas utiliser mes dents. Ah oui, ce... Ouais, tu vois. Ok, d'accord. Ça s'appelle le stick slip, et c'est un truc qui est vraiment étudié scientifiquement. Donc il y a des études là-dessus, il y a des papiers, le moyen de les lire. Je laisse les chaînes plus scientifiques en parler potentiellement, nous on va pas parler de ça. Si vous habitez hors de l'Europe continentale, vous pouvez regarder cette vidéo grâce à de nombreux câbles qui sont posés dans les fonds marins. Mais avant d'en arriver à ces toiles d'araignée de câbles dans tous les sens, les débuts ont été très difficiles. Après l'invention du télégraphe par Thomas Morse en 1837, les premières lignes sont évidemment aériennes et se limitent bien souvent à suivre le tracé du chemin de fer. La communication est clairement déjà plus rapide et plus efficace qu'avant, mais elle reste encore extrêmement limitée, et puis surtout, certaines zones ne sont tout simplement pas accessibles par les airs. Un message mettait encore 3 jours à circuler entre Paris et Londres, il fallait donc trouver une manière de traverser la mer, et même après les océans. Un premier câble sera donc posé sur le fond de la Manche entre le cap Grinney et South Foreland en 1850. Un câble qui va fonctionner 11 minutes. Bon, ils ne vont pas se décourager, puisque un an plus tard, ils vont redéposer un nouveau câble, qui durera, lui, 40 ans. C'est mieux que 11 minutes. Un message ne met alors plus que 1 heure à transiter entre Londres et Paris. Imaginez la révolution, enfin la révolution de la communication, pas la révolution... Traverser la Manche, c'est super, c'est déjà une bonne étape, mais rapidement, les yeux se tournent vers une autre étendue d'eau bien plus vaste, l'Atlantique. À l'époque, les bateaux mettent encore 9 jours pour faire la traversée et faire transiter avec eux les informations. Imaginez la révolution que ça pourrait être s'ils réussissent à faire passer un câble télégraphique
puisqu'à ce moment-là, les nouvelles ne mettraient plus qu'une seule journée pour passer du continent européen au continent américain. Mais évidemment, faire passer un câble sous l'océan Atlantique, c'est carrément une autre paire de manches que de faire passer un câble sous la Manche. On a donc énormément de scientifiques qui vont se retrouver sur le pont pour essayer de trouver des solutions à la quantité astronomique de problèmes que ça peut poser. L'un de ces problèmes, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout l'isolation du câble. La première technique, c'est de l'isoler avec une simple couche de caoutchouc, mais malheureusement, c'est pas assez solide. Une première solution sera l'utilisation du gutta-percha. Gutta-percha. Une première solution sera l'utilisation du gutta-percha, une gomme naturelle provenant d'Inde, découverte quelques années plus tôt. Mais les premiers essais ne seront pas assez convaincants que pour être utilisés sur un câble qui traverserait l'Atlantique. Oui, surtout que vu la quantité de kilomètres de câble à dérouler, il n'est pas question que ce câble y tienne 11 minutes. Même si vous allez le voir, il va pas tenir beaucoup plus longtemps. Et c'est donc là qu'en 1838 entre en scène un certain Jonathan Edward Chatterton. Son nom vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose. Né en 1837, l'inventeur anglais va avoir l'idée de prendre une toile enduite de goudron de pin norvégien, de la recouvrir du fameux gutta-percha et de résine, et d'en enrouler les câbles. Il venait donc tout simplement d'inventer et de breveter le rouleau d'autocollant qui portera alors son nom, le Chatterton. Son but n'était donc pas de coller, mais bien d'isoler. D'ailleurs, à l'époque, le ruban doit encore être chauffé pour une application optimale et pour être décollé. La solution est donc toute trouvée pour les câbles, qui sont d'abord protégés avec une couche de gutta-percha, encerclés de fils de fer, et enfin, entièrement recouverts avec le ruban Chatterton. Mais les défis de la pose d'un câble dans l'Atlantique ne s'arrêtent évidemment pas juste à son isolation, et les premiers essais de déroulage de câbles vont être des échecs. Et la première réussite ne durera qu'une vingtaine de jours après que le câble ne se rompe à cause d'une surtension, après avoir fait passer quand même près de 270 messages entre l'Europe et les États-Unis. Mais ceci est une bien longue histoire qui commence clairement à s'éloigner de notre sujet du jour. Je laisse d'autres youtubeurs historiques s'attaquer à l'histoire de la pose des câbles télégraphiques sous la Manche. Enfin, sous l'Atlantique, parce que la Manche, on en a déjà parlé. En tout cas, le ruban Chatterton sera le premier ruban adhésif fabriqué de manière industrielle. Et il laissera carrément son nom pour définir le ruban adhésif isolant. Évidemment, aujourd'hui, la composition du ruban Chatterton a énormément évolué. De la même manière que les câbles télégraphiques sous-marins ont été remplacés par des câbles téléphoniques dans les années 70 et par de la fibre optique dans les années 80, échangeant ainsi des informations sous forme de terabits seconde et plus juste par nombre de messages. Je vous rappelle quand même qu'au départ, on était à 270 messages en 20 jours, là maintenant, du message, il y en a. D'ailleurs, si vous voulez pas dépendre de câbles sous-marins, Infomaniac est fait pour vous, puisque c'est en Suisse, il n'y a pas de câble. Bon après, je dis ça, je dis rien, les liens sont dans la description, mais on coupera parce que j'ai dit que cette vidéo n'était pas sponsorisée. Comme je le disais, évidemment, la composition du Chatterton a bien évolué depuis les années 1800. Mais vous pouvez noter que donc le Chatterton n'est pas un simple ruban adhésif, mais bien les rubans adhésifs isolants. On ne peut donc pas appeler n'importe quel ruban du Chatterton, normalement, mais uniquement les rubans qui isolent. Et ouais, et la prochaine fois que vous l'utiliserez, vous penserez très certainement au silence abyssal du fond de l'Atlantique, où il doit certainement rester quelques câbles qui ont été enroulés avec le Chatterton d'il y a longtemps, qu'on peut donc appeler du feu Chatterton. Ce Chatterton, il existe évidemment, eh bien, dans... j'en ai pas mis là. J'en ai pas mis? Je l'ai pas mis! Il arrive. Le Chatterton, il existe évidemment dans une multitude de couleurs qui permet aux électriciens par exemple de facilement repérer les différents câbles et leur utilisation, mais celui qu'on utilise le plus souvent et qui reste un peu plus imprimé dans nos mémoires, c'est surtout le Chatterton noir, qui d'ailleurs est souvent confondu avec un autre type d'autocollant dont on parlera dans la vidéo 2. Et oui, parce que cette vidéo est en 2 parties, pardon. Si vous voulez ne pas rater la deuxième partie, pensez à vous abonner, à cliquer carrément sur la petite cloche, comme ça vous serez même carrément notifié quand la vidéo sortira. Mais revenons à nos autocollants et restons en Angleterre pour parler d'un autre ruban adhésif dont le nom sent bon le kilt et la tourbe. Et le whisky. Bien le whisky.
Mais en réalité, même si son nom nous fait penser aux grandes plaines d'Écosse, c'est aux États-Unis qu'il faut se rendre, puisqu'on va parler d'une entreprise dont je suis certain vous connaissez le nom, 3M. Une énorme entreprise fondée en 1902 au Minnesota par 5 hommes d'affaires qui s'appelle donc Minnesota Mining Manufacture. Et ouais, c'est ça les 3M de 3M. Minnesota Mining Manufacture. L'entreprise a alors pour but, comme son nom l'indique, l'exploitation d'une mine de corindon. Et pour ceux qui suivent notre chaîne depuis fort longtemps, vous savez que le corindon est le produit principal pour la fabrication de papier de verre. Et c'est donc tout naturellement le premier produit que va commercialiser l'entreprise 3M. Il commence donc par la production de papier de verre et entre donc ainsi dès 1910 dans le monde de la fabrication automobile. Et c'est justement pour cette industrie automobile naissante que 3M va créer un produit révolutionnaire. En 1920, la mode est à la voiture bicolore. Bon, on va pas ici discuter des goûts et des couleurs, est-ce que c'est joli, pas joli, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que les peintres automobiles, ça les emmerde bien, cette histoire de bicolariser les voitures. C'est chiant. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'existe pas de solution simple pour masquer correctement les zones à peindre et à ne pas peindre. Ils doivent alors utiliser du papier journal et le coller avec de la colle contact, ou tout simplement avec une autre invention dont on a parlé en début de vidéo, du sparadrap. Je vous l'avais dit, tout est lié au médical quelque part. Le souci, vous l'imaginez bien, c'est que toutes ces solutions pour essayer de couvrir plus ou moins, c'est pas vraiment pendant la peinture, c'est surtout quand on doit les retirer parce que ces colles, elles sont pas faites pour être mises sur de la peinture, donc souvent on arrache la peinture. Si on n'a pas déjà eu des coulées d'autres peintures par-dessous parce que ça ne collait pas bien ou parce que ça ne masquait pas bien, et donc c'est un enfer pour avoir une peinture nickel et propre, tout ça parce que les gens ils veulent des voitures avec 2 couleurs, hein. Franchement. On connaît tous très bien ces problèmes de peinture quand on veut masquer des endroits, hein. Il y a plein d'astuces, plein de trucs, moi personnellement c'est entre autres ça qui fait que je déteste la peinture, et donc il y a vraiment une crise entre les clients qui rêvent d'avoir des voitures biton et les techniciens, les peintres, qui eux s'arrachent les cheveux pour essayer d'avoir quelque chose de qualité. Et c'est dans ces conditions désastreuses qu'arrive un jour de 1923 Richard Drew. Il a 23 ans et il est assistant-chercheur chez 3M. Son boulot, venir présenter les nouveaux abrasifs waterproof de chez 3M au carrossier. Mais Richard arrive au pire moment. Le peintre carrossier vient tout simplement de foutre en l'air sa peinture avec des coulées, tout simplement parce que son masquage n'a pas bien fonctionné. Il est furieux. Alors Richard, il en a déjà vu, hein, parce qu'il tourne dans les carrosseries depuis déjà quelques temps, et le problème se répète à chaque fois, mais cette fois-ci, il décide de faire une promesse. Il promet au carrossier qu'il va lui apporter une solution pour le masquage de ses peintures. Alors le mec, il fait des promesses alors qu'il est juste assistant, que ça fait pas très longtemps qu'il travaille chez 3M, et puis surtout, il n'a aucune idée de comment il va faire. C'est pas genre, j'ai une solution, je vous promets, je vous l'amène, c'est, je vous promets, je vais trouver une solution, hein, d'accord? Heureusement, chez 3M, ses supérieurs sont derrière lui. C'est vrai qu'il est temps de trouver une solution qui répondrait à un problème récurrent chez les carrossiers, et puis surtout, il est temps pour 3M de se diversifier, hein, parce que bon, vendre du papier à poncer, c'est bien, mais là, je crois qu'ils ont clairement poncé le game. D'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de reparler de 3M plus précisément dans une prochaine vidéo, qui elle sera certainement aussi en 2, 3 ou 4, 5 parties, ou en 3 parties pour 3M, 3... Ce sera une 3P quoi. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si ça vous intéresse une petite vidéo sur 3M. Drew va donc se mettre au travail. Lui qui avait surtout passé le plus clair de son temps à jouer au banjo dans un groupe local pour payer ses études d'ingénieur dans l'université du Minnesota. Malheureusement, étudier la journée et jouer du banjo la nuit a eu raison de ses études après 18 mois et il finira plutôt par prendre des cours par correspondance de design industriel. Et c'est comme ça qu'en 1921, il se retrouve engagé chez 3M, et puis surtout là maintenant avec une promesse impossible à tenir, inventer un tout nouveau ruban adhésif. Au départ, il va surtout travailler sur les adhésifs utilisés pour la production des fameux papiers à poncer waterproof qu'il était censé vendre. Pendant 2 ans, il va tout tester. Des mélanges d'huile, de glycérine, de résine, de graines de lin, bref,
tout y passe. Et finalement, la solution sera l'utilisation d'une colle d'ébénisterie mélangée à de la glycérine, le tout étalé sur un papier crépon traité. Ça y est, il avait son ruban de masquage, une bonne adhérence, mais facile à retirer sans abîmer la peinture, et puis surtout, une bonne isolation contre la peinture. Le ruban va donc être très rapidement adopté en masse dans les ateliers de peinture, parce que je vous rappelle, ils galéraient vraiment au départ, donc dès qu'il y a eu une solution, ils ont sauté dessus, et ce sont ces mêmes ouvriers qui vont lui trouver son nom. À l'époque, le ruban n'étant collé que sur les bords. Au milieu, il n'y a pas de colle. Tout simplement pour faciliter son décollage. S'il était collé sur toute sa surface, bien, ça collerait trop fort. Or, le milieu du ruban n'a pas besoin d'être encollé, il suffit que les bords le soient pour éviter que la peinture ne puisse passer. Mais les ouvriers voient ça d'un autre œil, ils ont l'impression que 3M essaye de faire des économies sur la colle, en mettant le moins possible sur le ruban. Et à l'époque, les Écossais sont connus comme étant très économes, ou pingres, et donc le ruban est naturellement appelé ruban d'Écossais, ou en anglais Scotch Tape. Alors c'est complètement con, c'est raciste au possible, mais c'est comme ça devient très rapidement le nom officiel de ce fameux ruban de chez 3M. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Mais si vous connaissez les rubans Scotch de chez 3M, c'est généralement pas pour leur ruban de masquage. Ça, on le laisse pour une autre marque dont on parlera plus tard dans la vidéo. 4 ans après son lancement, le ruban Scotch est utilisé partout, et clairement pas uniquement pour son utilisation de masquage. Il est utilisé dans plein de cas, et dans certains cas précis, il aurait clairement besoin d'être encore plus isolant. Un peu comme un Chatterton finalement. En 1929, Drew, qui est alors devenu directeur technique des laboratoires de recherche de chez 3M, va donc se lancer dans de nouvelles recherches avec toute son équipe. Il cherche un nouveau support plus adapté, mais malgré toutes ces recherches, il ne trouve rien. Et c'est d'une autre grosse industrie que va venir la solution. Le géant de la chimie DuPont vient d'inventer le cellophane, un produit parfait pour emballer tout type de produit. Et c'est d'ailleurs dans l'idée d'emballer leur fameux ruban Scotch que l'un des employés de Drew va lui présenter le cellophane. Et d'un coup, Drew a l'idée lumineuse. Au lieu de se servir du cellophane uniquement pour emballer les rouleaux, pourquoi ne pas faire du cellophane le rouleau? Le cellophane devient la réponse pour la création d'un ruban adhésif isolant. Alors ils ont la solution, mais la production c'est un autre problème. Le cellophane n'est clairement pas un produit facile à travailler, et il faudra près d'1 an à l'équipe de Drew pour mettre en place la nouvelle machine qui créera le nouveau rouleau adhésif isolant de chez Scotch. Il verra le jour le 8 septembre 1930 et sera d'abord appelé Scotch Brand Cellulose. Mais très rapidement, il va être renommé Scotch Transparent Tape, ce qui est clairement plus clair. Plus transparent, c'est plus logique. Et malgré la Grande Dépression qui va alors frapper les États-Unis, le Scotch sera une réussite commerciale, s'inventant tout simplement tous les jours de nouvelles utilisations grâce à ses utilisateurs. Et c'est certainement cette invention qui va permettre à 3M d'être l'une des seules entreprises des États-Unis à ne pas devoir licencier de personnel pendant la Grande Dépression. Et parlons rapidement de son fameux dévidoir avec sa forme d'escargot qui sera lui inventé par John Borden, un vendeur de chez 3M en 1932. 3M pouvait donc clairement se faire une place autant dans les ateliers que sur les bureaux du monde entier. Mais quand on parle de ruban de masquage, personnellement c'est pas 3M qui me vient en tête, mais une autre marque. Comme je le disais en introduction, tout va commencer en 1880 avec Paul Beiersdorf qui va lancer son entreprise du même nom. Il cherche tout simplement une solution de remplacement pour les bandages médicaux qui sont peu pratiques et il va déposer le brevet du sparadrap en 1882. Un bandage autocollant simple à placer et surtout facile à retirer. Mais son invention a un tout petit problème, un léger détail, un truc tout petit, c'est que la colle utilisée irrite la peau. C'est un peu embêtant pour un truc qui est censé te soigner, quoi. Alors certes, t'as protégé ta plaie, mais quand tu l'enlèves, t'es tout rouge, quoi. En 1890, la société est rachetée par le docteur Troplowitz. Oskar Troplowitz. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Qui va continuer les recherches de Paul en vain. Alors leur sparadrap, il est pas très pratique sur les plaies et sur les peaux, mais par contre, qu'est-ce qu'il est utile pour réparer les vélos?
Le truc de dingue. Alors finalement, pourquoi s'obstiner? Parce que finalement, le problème, est-ce que c'est le produit ou son utilisation? Ils décident donc en 1896 de lancer leur premier adhésif technique sous le nom de Cytosportfast, comme ça. C'est le nom comme ça. Et hop, petite pirouette technique, puisque d'un coup, il règle un problème vieux de 10 ans. Le problème du sparadrap, c'était pas le sparadrap, c'est son utilisation. Ne le mettez plus sur vos bras, mettez-le sur autre chose. Vous l'aurez compris, le nom de Tesa, qui est quand même beaucoup plus simple à prononcer, n'est pas encore là. Il n'arrivera que quelques années plus tard, et d'ailleurs au départ, il ne servira pas à nommer les rubans adhésifs. En avril 1903, le bureau de Beiersdorf à Hambourg engage la jeune Elsa Tesmer. Elle est assistante secrétaire et l'une de ses tâches, c'est de trouver de nouveaux noms pour les produits de la marque. En gros, des noms simples, accrocheurs, et surtout plus facile à retenir que le nom de l'entreprise. Il faut dire qu'à la base, en termes de marketing, ils sont pas hyper forts, hein. Il faut juste voir le nom qu'ils ont donné à leur premier ruban adhésif. C'est pas celui qui reste le plus en tête, hein. Peut-être pour des Allemands, mais alors au niveau mondial, c'est pas facile, quoi. Elle va donc tout simplement prendre les 2 premières lettres de son nom et les 2 dernières de son nom de famille, et hop, elle a inventé le nom Tesa. Et ouais, c'était tout simple. Pas besoin d'IA à l'époque pour inventer ce genre de truc. Le nom va directement plaire et être utilisé pour plusieurs produits de l'entreprise, comme par exemple ce dentifrice. En 1908, après 5 ans, Elsa quitte l'entreprise, mais son nom par contre, eh bien il reste gravé. Dans les labos de l'entreprise, on continue évidemment les recherches sur l'adhésif. Et en 1936, il lance le K-Klebefilm, le premier ruban adhésif caoutchouc transparent. Mais un jeune employé du nom d'Hugo Kirchberg trouve que le nom, il est pas ouf. Et bah c'est l'occasion de ressortir Tesa du tiroir. Et il décide donc de l'appeler Tesafilm. Et ça, c'est un nom qui claque. Et ça, c'est un nom qui marche. Le produit est donc un succès, surtout dans l'alimentaire, où il permet de refermer les boîtes en carton, les sachets, tout ce qu'on peut fermer avec un film transparent, quoi. Et Hugo ne va pas s'arrêter juste à la proposition du nom, c'est lui aussi qui va créer le fameux dérouleur pour ses rubans adhésifs, et surtout, c'est 5 ans plus tard que Hugo et son équipe vont sortir le premier ruban de masquage de chez Tesa, qu'ils vont donc appeler le Tesa Crêpe. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le nom Tesa devient officiellement le nom de tous les rubans adhésifs de la marque. C'est clairement Hugo Kirchberg qui va mettre le ruban Tesa sur la voie du succès. Et d'ailleurs, la rue où se trouve l'entreprise Tesa aujourd'hui porte tout simplement son nom. Mais il faudra quand même attendre 1974 pour que Tesa devienne une marque à part entière dans l'entreprise Beiersdorf. D'ailleurs, ils vont en effet diviser leur entreprise en 4 branches distinctes: Cosmed pour les cosmétiques, Médical et Pharma pour le médical et le pharmaceutique, et évidemment Tesa pour tout ce qui est autocollant. Parce qu'évidemment, Beiersdorf n'a pas continué à développer uniquement de l'autocollant, ils n'ont pas laissé tomber l'idée du sparadrap. D'ailleurs, si vous utilisez des produits de chez Eucerin, Nivea ou même Hansaplast, ce sont des marques qui sont détenues par le géant Beiersdorf. Mais la gamme de produits Tesa ne s'arrête évidemment pas au papier collant et aux rubans de masquage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de bâtiments sont en très mauvais état et on manque de matériaux de reconstruction, qui fait que la plupart des habitations sont de vraies passoires énergétiques, et il y fait très froid en hiver. Les équipes de Tesa vont donc se mettre à réfléchir à des solutions pour pouvoir isoler au mieux les habitations. Ils vont donc trouver une solution et la proposer en 1954, le Tesamol, tout simplement un joint profilé autocollant à base de mousse. Un produit qu'on trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui en vente. En 1973, Hugo Kirchberg prend sa retraite. Mais on peut dire qu'il aura bien marqué l'histoire de l'entreprise en imposant le nom Tesa pour les différents autocollants de la marque. Et puis en plus, ce nom, il va s'imposer en Allemagne comme étant un nom commun pour définir tout type de ruban adhésif, que ce soit le Chatterton, le Duct Tape ou même le Gaffer. Mais cela, on en parle dans la seconde partie de cette vidéo. De l'isolation de câbles dans le fond de l'océan au masquage de peinture automobile en passant par le sparadrap,
on peut dire que l'histoire de ces petits rubans adhésifs est quand même bien complexe. Et malgré tout, on ne fait qu'en effleurer la surface dans cette vidéo. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on vous prépare une deuxième partie la semaine prochaine où on va vous parler des autres marques dont on n'aurait pas encore eu l'occasion de parler. Mais en tout cas, dites-nous déjà dans les commentaires comment est-ce que vous appelez ce type de ruban, si vous avez d'autres noms dont on n'aurait pas parlé ici et dont on ne parlera peut-être pas dans la prochaine vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas quand même à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas la suivante et même toutes les autres suivantes. Pensez à lui mettre un petit pouce en l'air, à mettre des commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis tout simplement, tchuss les ateliers Ross.